Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Alexandre de Glovo. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement Glovo ? Bien sûr. Alors Glovo, c'est une application qui est née à Barcelone il y a 4 ans, qui s'est répandue très rapidement à travers l'Europe, en Italie d'abord puis en France, pour finir par le Portugal, et qui s'est donné comme mission de révolutionner la mobilité en ville, et notamment à travers un premier volet qui était la livraison de tout ce qui était disponible dans votre ville de façon immédiate. Donc si on résume plus concrètement, aujourd'hui, Glovo vous livre tous les produits du restaurant, en passant par les médicaments, les courses de supermarché, les fleurs pour votre dîner, qui peuvent vous permettre de gagner du temps et de ne pas avoir à effectuer le déplacement. Alors, tu as un parcours qui est très intéressant. Tu me disais tout à l'heure que tu avais travaillé pour Uber notamment. Ouais. Il y a pas mal de connexions. Comment tu vois la chose entre Glovo et Uber ? Est-ce qu'il y a des liens ? Est-ce que c'est totalement différent ? Alors, déjà, le premier lien qui est essentiel et qui a fait que je me suis tout de suite senti chez moi en partant de Uber et en arrivant chez Glovo, c'est que c'est des boîtes qui sont très logistiques. Donc des boîtes qui ont comme principal moteur le fait de simplifier la vie des gens en remplissant des missions très pratiques. On a un coursier qui va partir d'un point A à un point B pour vous livrer un produit, donc il y a toute une série de process à mettre en place, et donc c'est dans cette mesure-là que les deux expériences sont tout à fait comparables. On voit bien avec les cartons qu'il y a derrière. Tout à fait, donc on est équipé en petite imprimante pour prévenir les partenaires qu'une commande rentre pour eux, pour prévenir les coursiers qu'ils ont une commande, s'assurer qu'ils comprennent bien tout le parcours, qu'ils arrivent à communiquer efficacement avec le service client, et que le client ait le plus d'informations en live possible. Donc on rappelle qu'on est une application qui vous donne la possibilité de voir où est votre coursier en temps réel, de lui communiquer n'importe quel message. Si vous souhaitez l'appeler parce que vous avez oublié de mettre des œufs dans votre commande, vous pouvez le faire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié par les clients. Le fait, c'est vraiment, on est dans de l'immédiateté. Le service ne s'arrête pas au moment où vous avez commencé où votre coursier a commencé à traiter votre commande. Il s'arrête au moment où vous êtes livré. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer sur le parcours. Et nous, on s'assure que toutes ces étapes sont les plus agréables possibles pour le client. Ok, très bien. Ce que je te propose durant cette interview, c'est de faire une première partie pour qu'on discute un petit peu du marché, évolution des tendances, comportement du consommateur. Pourquoi ? Parce qu'on voit de plus en plus d'acteurs, de coursiers sur le marché, donc j'imagine que 2018 fut une année assez folle. Et puis après, davantage de parler de Glovo, des enjeux de développement et de faire aussi un petit bilan sur l'année passée. Si 2018, tu devais résumer en quelques tendances sur cet aspect de logistique, de coursier, est-ce qu'il y a des choses que tu as repérées qui font que cette année a été clé sur ces éléments-là ? Alors, je pense qu'il y a 3 grandes tendances. La première, c'est que sur le marché de la livraison de nourriture, on arrive à une forme de stagnation du marché, c'est-à-dire que le marché continue de croître, mais il y a une décélération très nette par rapport à ce qu'on a connu dans les 3-4 premières années sur le marché français. Aujourd'hui, la croissance est essentiellement tirée par le fast-food. Donc on a vu notamment McDonald's et Burger King commencer à livrer sur le marché. C'est ce qui a été le principal moteur. En dehors de ça, on est sur des taux de croissance du marché assez plus faibles qu'auparavant, ce qui signifie que gagner des parts de marché devient plus compliqué et que tout le monde parle beaucoup plus en parts de marché qu'en termes de croissance simple, puisqu'à l'époque, même sans gagner de parts de marché, vous pouviez avoir une croissance tout à fait satisfaisante. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième, c'est que les gens ont de plus en plus de facilité à se faire livrer, comprennent de mieux en mieux comment le temps que ça leur épargne, la facilité avec laquelle ça se passe et comment le process global se produit. Et donc, ça nous permet de nous étendre à de nouveaux segments, pas seulement le restaurant. Il faut savoir que Glovo est présent dans plus de 20 villes, donc on a l'habitude d'étudier des marchés de façon assez spécifique à chaque culture, chaque état de marché, chaque concurrent, etc. Le marché français
français est très spécifique dans le sens où justement on a beaucoup plus rapidement été amené à poser la question des autres segments et donc à s'intéresser notamment aux supermarchés. On a un partenaire aujourd'hui qui est Franprix et plus généralement le groupe Casino avec lequel on est en discussion très avancée sur beaucoup de sujets très intéressants, qui est un partenaire exceptionnel, qui est très engagé, qui comprend la pertinence de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte aux clients en termes de valeur ajoutée. Donc ça c'est vraiment une deuxième tendance de fond. Et la troisième grande tendance, c'est que, donc ça c'est 2018 l'a déjà démontré, mais 2019 va aller encore plus loin dans cette logique, c'est qu'on a été très habitués, nous en tant que Français, à une logique d'acquisition assez agressive. D'accord. Donc il est tout à fait concevable pour quelqu'un de ne pas manger pendant un mois grâce aux plateformes de livraison, de ne pas payer sa nourriture pendant un mois parce qu'il y a des promo-codes qui pleuvent, il y a ces parrainages en série qui permettent de ne pas payer sa nourriture. Je pense qu'aujourd'hui les entreprises, les plateformes ont compris qu'il va falloir rationaliser un peu le marché, qu'on ne peut pas systématiquement tirer vers le bas la perception qu'ont les gens du marché. Et aujourd'hui la tendance est plutôt justement à la revalorisation du service rendu. Donc on a été habitué à se faire livrer pour 2,50 € par exemple de frais de livraison, mais il faut que le client comprenne, et il le comprenne de plus en plus, que ne payer que 2,50 € un plat à 12 €, ça ne laisse pas assez d'argent pour que et le restaurant, et le coursier, et la plateforme vivent. Et donc on est dans cette logique de revalorisation de ce que vaut vraiment le service. Sensibilisation, d'accord. Exactement, et je pense que ça c'est une tendance très importante pour toutes les plateformes d'abord, parce que ça veut dire qu'il y a moins cette course à la baisse de tarifs, et également parce que ça revalorise encore une fois la qualité du service rendu, ce qui est pour moi un élément essentiel. Et puis il y a un peu cette logique de commerce de proximité, d'économie locale. On se dit peut-être que c'est plus cher, mais en fait c'est des acteurs qui sont proches de moi, donc je pense qu'on a vraiment une migration un peu au niveau de l'achat des consommateurs, et qui est peut-être moins sur l'impulsif, parce que si tu prends un coursier pour avoir de la nourriture, c'est parce que t'as pas forcément le temps ou autre, et du coup ces usages ils vont être tellement démocratisés que ça va s'ouvrir sur de nouveaux horizons, comme votre solution le permet. Aujourd'hui c'est quoi? Vous avez j'ai regardé un petit peu le site, pas mal d'alimentaire, pas mal de high-tech, voilà, c'est quoi vos domaines principaux en termes de livraison? Nous on est très positionnés donc sur les courses alimentaires, le supermarché, le restaurant également qui marche très bien chez nous. On a des éléments différenciants qui sont très forts même par rapport aux autres concurrents, en termes d'offres, en termes de pricing, en termes de distance de livraison, et on a également des segments qui sont très nouveaux, qui sont très forts, notamment l'électronique et le médicament. D'accord. Donc on est assez surpris par les chiffres qu'on observe. Voilà, alors il y a d'autres segments plus traditionnels comme la livraison de fleurs qui marche très bien, mais on n'est pas surpris. La livraison même de cadeaux, on a un partenariat avec Nature et Découverte, avec la Fnac, donc vous pouvez vous faire livrer même des guides touristiques avant de partir en voyage. Vous avez oublié d'acheter des accessoires pour votre voyage au ski, vous pouvez les faire livrer. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais répondre, mais un autre élément très intéressant que tu as soulevé, c'est l'aspect local. On a depuis longtemps pressenti que dans notre proposition de valeur, il y avait également une mission plus générale de revalorisation des centres-villes. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, il y a une tendance qui a été très active de la part d'Amazon notamment, une volonté très forte de concentrer vers la périphérie les lieux de stockage, et donc d'une certaine manière de déplacer la valeur marchande des produits vers les périphéries. Et c'est un problème parce que si tout le monde demain commandait uniquement sur Amazon, on se retrouve avec des centres-villes complètement déserts où les commerçants n'ont aucun avenir. Nous, on a exactement l'effet inverse. Nous, on permet aux commerçants non seulement d'être valorisés par rapport à leur géolocalisation, mais en plus, on leur permet de faire savoir à leurs clients qu'ils sont disponibles dans une zone. Donc, il y a un double effet. D'abord, on permet aux commerçants de survivre.
mais aussi on permet à des quartiers d'émerger parce que quand vous y pensez, on a, je pense à un exemple très intéressant qui est un Franprix qui se trouve à Vanves. D'accord. Qui travaille avec nous et qui, lui, avait une zone de chalandise assez faible. C'est une rue relativement peu passante dans Vanves. Voilà. Et depuis qu'il est sur Glovo, en fait, il dessert toute la zone autour de lui, donc le 15e, le 14e, des banlieues comme Gentilly, Montrouge, ici les Moulineaux, Boulogne. Et du coup, il a pu profiter de toute la zone de chalandise nouvelle que Glovo lui propose. Et donc, c'est un de nos Franprix les plus performants, malgré le fait que lui-même, en termes de chalandise, souffre de son emplacement. Donc on a ce double effet très positif pour moi. C'est vraiment intéressant parce que ça donne davantage de levier. J'ai vu ça par exemple sur l'alimentaire, Sushi Shop, ils ont différentes vitrines sur les applications, que ce soit Deliveroo, de se dire ok, j'ai un restaurant, mais en fait je peux communiquer sur l'appli sous différentes entités. Absolument. Donc au final, j'ai plus de cartes en termes de marketing, Absolument. en termes de communication. Absolument. Et je peux développer des stratégies. Avec Glovo, tu vois aussi ce type de phénomène ou... Complètement. Et c'est d'ailleurs un élément très intéressant de notre travail avec les partenaires. On voit que certains partenaires sont extrêmement en réussite sur la plateforme grâce à tout le travail qu'on fait conjointement pour favoriser leur visibilité sur les réseaux sociaux, à travers des promotions, à travers la mise en valeur de leur contenu. On a à la fois une carte à jouer qu'on leur offre, mais en plus de ça, lorsqu'ils décident de jouer cette carte, on est force de proposition, on aime beaucoup travailler avec des partenaires très engagés. Il y en a qui sont tous les jours très, très intéressés par les chiffres de la veille, qui nous appellent pour proposer des nouvelles promotions, des nouvelles manières de mettre des nouveaux produits, des nouvelles mises en valeur. Donc travailler avec le partenaire est très, très gratifiant pour nous. On voit l'impact qu'on a pour certains d'entre eux et c'est très agréable. Donc c'est proposer aussi des offres complémentaires pour animer commercialement aussi les ventes. Est-ce que tu vois des contrastes assez forts entre les différents marchés? Tu disais que Glovo c'est une structure qui est espagnole. Est-ce que par exemple avec le marché espagnol, cette logique de coursier, de comportement est totalement différente? Est-ce que les thématiques, les secteurs sont aussi différents? C'est quoi un peu ta vision stratégique selon ces différents marchés? Alors pour répondre à cette question, je vais utiliser un chiffre que je trouve très intéressant qui s'appelle, alors en interne on l'appelle la morue. C'est pas très sexy comme ça, mais en fait c'est un KPI très important pour nous. Donc c'est l'average monthly order per recurrent users, traduit par le nombre moyen de commandes que vous allez faire si vous n'êtes pas un nouveau client mais un client récurrent. Donc si vous avez déjà passé plus d'une commande dans votre passé avec Glovo, on va vous considérer comme un client récurrent. On va regarder combien de commandes vous passez et cette fréquence de commande est un point clé pour nous puisque c'est ce qui nous permet de voir le caractère presque addictif, le caractère vraiment salvateur de Glovo dans votre quotidien. Plus vous l'utilisez, plus vous voyez l'intérêt du service. Et nous sommes les champions européens, donc je parle Glovo France, nous sommes les champions, même tout pays confondu. Alors, il y a juste un pays dans les 21 qui nous dépasse. On est les champions européens en matière de fréquence de commande, ce qui veut dire que les Parisiens notamment comprennent très bien la proposition de valeur et commandent très fréquemment. Ils ne commandent pas que dans le restaurant, ils commandent du supermarché, ils commandent du médicament, ils commandent même, si vous avez oublié des clés chez vous, on va vous les chercher. On a tout un panel de services qui peuvent être rendus par la commande coursier. Certaines personnes nous utilisent pour aller faire la queue dans les restaurants Big Mama. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire et une fois que vous avez compris le potentiel, moi personnellement j'utilise Glovo 2 fois par jour et pas du tout que pour du restaurant. Donc il se trouve que évidemment moi je comprends bien la proposition de valeur et on voit bien que les Parisiens comprennent mieux que les autres. Mais alors c'est pas seulement des coursiers, c'est presque de la conciergerie. Alors nous la seule raison pour laquelle on se méfie du terme conciergerie, c'est parce que nous on se concentre sur des effets donc des services de livraison. C'est-à-dire que tout va consister à aller d'un point A à un point B. Je donnais l'exemple de la queue de Big Mama parce qu'on pourrait considérer que le point A c'est le début de la queue, le point B c'est la fin, ce qui est d'une certaine manière exactement le service qui est rendu. Mais de façon plus générale, nous n'avons que des services qui consistent à demander à un humain d'aller récupérer un produit et de vous le livrer. C'est pour ça qu'on ne va pas venir tuer une araignée sur votre plafond. On ne va pas vous trouver
quelque chose d'introuvable, des tickets pour un concert extraordinaire. Par contre, on peut aller vous acheter le ticket pour le concert et vous le livrer chez vous. Une mission simple, organisée et déplacement. Mission de livraison. Mission de livraison. Voilà. On peut aller vous acheter des places de cinéma. On peut pas vous trouver des places de cinéma pour une séance qui est complète. Voilà. C'est pour ça qu'on fait la distinction service de livraison et conciergerie. Et comment tu l'expliques? Tu penses que en tant que Français, on est plus feignant de se déplacer? Ah non, au contraire. La mobilité dans Paris? Au contraire. Alors voilà, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui jouent. Si tu parles des comportements en particulier, je pense que non. Il y a toute une culture du gain de temps qui se développe de plus en plus, pas qu'en France, hein, mais les Français sont précurseurs en la matière. Je suis sûr que si on allait dans d'autres, il y a d'autres pays dans le monde où ils sont bien plus habitués que les Français à se faire livrer tout ce qui se passe. On peut jamais vraiment l'imputer 100% à la flemme. Il y a toujours une notion d'économie de temps. Et puis il y a le deuxième point que tu soulèves qui est très intéressant, qui est la question du trafic en ville, de la mobilité en ville. Et on voit bien qu'aujourd'hui il y a on ne va pas en inventer en disant que Paris c'est une ville où il peut être difficile de se déplacer, il y a des déplacements qui sont longs, qui peuvent être assez fatigants. Et donc il y a ces deux logiques. Mais la flemme en fait ne représente pas, on a fait plusieurs études sur le sujet, la flemme ne représente qu'un élément négligeable de ce qui pousse à se faire livrer. D'accord. Et c'est majoritairement, vous regardez le frais de livraison, vous regardez le prix des produits, vous vous dites ok, donc, en fait ça me coûte ça de me faire livrer, ça me coûterait combien d'y aller ? En temps perdu et en coût réel, en essence, en ticket de métro, etc. Et très souvent, vous allez vous apercevoir que c'est moins cher de vous faire livrer. Et c'est toujours cette question de se dire combien on valorise notre temps. 30 minutes de ton temps, combien tu valorises ça? Et je pense que dans notre société actuelle où on est sursollicité par des messages, où on essaye de maximiser ce temps voilà, le plus possible. Et il faut savoir qu'une course qui prend 30 minutes à Glovo, vous prendrez 1 heure. D'accord. C'est très important. Vous ne mettrez pas le même temps que le coursier à livrer. D'accord. Parce qu'il va falloir descendre de chez vous, prendre votre voiture, aller au point de collecte, aller et ensuite récupérer le produit et ensuite rentrer chez vous. Nous avons un coursier qui est déjà proche de votre point de récupération. Le partenaire est déjà prévenu de la commande, donc il n'y a pas à faire la queue. Il n'y a pas besoin de payer en point de collecte et il vous livre à 2 roues. Donc de toute façon, vous mettrez au moins 2 fois le temps que le coursier va mettre. D'accord, ok. C'est important d'avoir ça. C'est une mécanique différente. Du coup, tu parles de cette proximité sur les points, donc ça implique une forte densité sur chacune des villes. C'est quoi les prochaines étapes? Ouverture d'autres villes? Quel type de ville? C'est quoi un peu ta stratégie là, pour 2019 de développement? Nous, notre sujet, alors évidemment, il y a plein de forces très positives qui nous amènent à considérer l'ouverture de nouvelles villes. On a beaucoup de partenaires qui sont présents à l'échelle nationale qui souhaitent nous accompagner dans cette ouverture et on va le faire en 2019. Pour nous, une question qui est plus profonde et qui est plus intéressante à l'heure où on parle, c'est la question de la rentabilité justement. C'est de savoir quel est notre vrai modèle économique sur le marché français. Encore une fois, nous on est dans une logique où les clients doivent comprendre quelle valeur on a pour eux. Et si on n'arrive pas à faire percevoir aux consommateurs que envoyer un coursier remplir telle mission peut coûter tel prix, alors là on aura un problème plus structurel. On veut s'assurer que et les partenaires, et les coursiers, et les clients voient complètement la valeur ajoutée et que dans tout ça, on arrive nous à avoir des économiques qui sont réalistes et qui nous permettent de voir sur le long terme sur le marché français. Pour pas retomber sur le même biais d'Uber Eats, de Deliveroo. Exactement. Voilà. Et après de se réveiller un jour, de se dire on est le premier du marché, mais au final. C'est-à-dire qu'eux, ils ont vraiment une logique de. Enfin, il faut pas trop simplifier non plus. Hein. Il y a des stratégies très différentes selon les acteurs et certaines stratégies sont vraiment excellentes de leur part. Nous avons pris le parti d'avoir un modèle viable, soutenable sur le long terme et le plus harmonieux possible pour chaque membre, chaque partie de la plateforme. Et on oublie souvent, on dit parfois qu'on est des marketplaces à 3 côtés. En fait, c'est faux. Il y a 4 côtés dans cette place de marché. D'accord. Il y a le coursier, il y a le client, il y a le partenaire commercial, mais il y a aussi nous, nos investisseurs d'une certaine manière. Mais il faut que derrière, dans tout ça, cet équilibre soit aussi harmonieux pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui a été parfois un peu mis de côté à coup de levée de fonds gigantesques et qui donc ont fait perdre de la valeur au service pour d'autres éléments de la plateforme.
Bien sûr, et surtout, c'était un peu la mécanique voilà, des coursiers, il y avait beaucoup d'acteurs. Moi, je connais bien le groupe Rocket Internet qui avait aussi quelques billes dans ce milieu-là pour avoir travaillé avec ce groupe-là. Mais voilà, on est sur des logiques de marché qui sont pas forcément saines, qui sont pour l'ultra-croissance et qui peut être préjudiciable à terme et aussi pour l'utilisateur parce que c'est une chose de créer des nouveaux standards et d'habituer l'utilisateur à avoir une qualité de service géniale, mais derrière ça fusille le marché parce que les nouveaux entrants ils peuvent pas s'aligner et derrière il y a ce retour et ce qu'on se rend compte, l'aspect pédagogique revient en force. Amazon qui est capable de livrer aussi facilement tous les consommateurs, comment les petits business peuvent faire face oui, bien sûr. Mais les gens ils se rendent compte que il y a plus de valeur à faire vivre un commerce de proximité pour créer de l'emploi. Il y a de la valeur partout et le but c'est de faire passer le bon message. Et le message de vous faire livrer c'est gratuit, c'est mieux chez nous que chez les autres, derrière ça crée des logiques très néfastes pour les partenaires qui, si demain on se retrouve dans une situation de monopole sur le marché, imaginez que la plupart des acteurs meurent et qu'il n'en reste qu'un ou deux, logiquement ce qui va se passer c'est que tous les cadeaux qui ont été faits aux partenaires en termes de commissions prélevées, on va devoir les reprendre et donc une fois qu'il n'y a plus de concurrence, la concurrence peut avoir des effets sains, mais une fois qu'il n'y a plus de concurrence, puisque les concurrences sont tuées à coup de levée de fonds, là le marché peut devenir très rapidement très malsain et tout ce à quoi on a été habitué deviendra caduc. Nous on veut éviter ça, on veut s'assurer que le client comprend la valeur du service et qu'à long terme on peut fournir toujours la même qualité de service en s'améliorant sur le temps de livraison, sur la qualité des produits livrés, sur la diversité des produits livrés, et je pense que c'est en ayant une approche plus saine que tous les acteurs trouveront leur compte. Tu parlais de tes concurrents là sur le marché français, c'est qui tes concurrents ? Alors ça dépend, la particularité de Glovo, c'est d'ailleurs on a fait une étude là-dessus, on a interrogé nos clients sur la perception qu'ils avaient de notre concurrence, et ce qui est très intéressant c'est que à peu près 40% des clients vont nous positionner directement en frontal contre les acteurs de la livraison de nourriture, mais c'est seulement 40%. On a des gens qui nous comparent par exemple à des services de livraison pure de coursiers comme Stuart, alors que Stuart est très B2B, exclusivement B2B, on utilise... Nous, en tant qu'individu, on n'utilise pas Stuart, c'est pas leur positionnement du tout. Il se trouve qu'on fait aussi du B2B, mais on a cette fonction coursier qui est très B2C. En réalité, elle a été créée pour que vous et moi, on puisse passer nos commandes. On a oublié quelque chose chez un ami, chez notre mère, on veut récupérer un produit déjà acheté quelque part, on a mis moi ce soir je vais au sport. J'ai oublié mes chaussures, je me fais livrer mes chaussures à la maison, au bureau plutôt, j'ai pas besoin de Et alors comment ils font, ils ont pas les clés de chez toi? Non, mais ma femme va devoir passer, évidemment, il y a un moment, il y a une logistique, ça va vous arranger, mais même on a beaucoup de sociétés qui les utilisent pour des choses toutes bêtes, qui nous voient comme un remplacement de la poste. D'accord. Parce qu'ils disent, attendez, en fait, le même courrier que ce que j'allais vous envoyer par courrier, je me rends compte que je peux vous l'envoyer en 30 minutes. Maintenant, avoir l'accusé de réception, être sûr que vous l'avez bien reçu, vous contacter si besoin. Okay, et donc, il y a des contrats d'avocats, des prothèses dentaires qui circulent dans Paris sur Glovo. À un coût qui est très très faible, puisque tout ça a été créé pour des clients, pas pour des entreprises. Voilà. C'est intéressant et c'est vraiment les utilisateurs qui définissent l'usage du service. Tout à fait, complètement. Nous on découvre les usages, on est très amusés parfois et on a des choses extraordinaires. Donc je disais, on est parfois comparé, à peu près 10% des gens nous comparent à Stuart. Et on a 3 personnes sur 10 qui vont évoquer des plateformes plus générales comme Amazon ou eBay, ou des plateformes sur lesquelles ils ont l'habitude de se faire livrer rapidement les choses. Amazon étant évidemment celui qui remonte le plus. Et après on a toujours d'autres concurrents indirect. Si vous nous utilisez exclusivement pour vous faire livrer Franprix, vous verrez que Franprix a sa propre application. Donc Franprix est notre concurrent d'une certaine manière, mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il est très très rare de partager des clients, puisque nous, on apporte à Franprix des clients qui viennent souvent d'autres segments. Vous centralisez, vous avez une interface. Exactement. Finalement, si on regarde notre positionnement universel, on n'a pas de concurrent. Sur le marché français, en tout cas, on n'en a pas. Et c'est quelque chose de très appréciable. Et sur la perception des utilisateurs,
Quand je me suis inscrit sur la plateforme, moi j'ai vu ça comme une place de marché au final. Ouais, tout à parce fait. que tu vois tous les produits, tu vois tout le listing. Donc voilà, vous considérez pas tant comme une place de marché qu'une solution de coursier. C'est quoi dans l'esprit des gens par rapport à ça? On traite tous les sujets de mobilité dans une ville. Donc là, comme je disais, on a commencé par la livraison. Mais ce n'est que le début. Glovo a plein d'autres projets dans la mobilité qui sont d'un tout autre ordre. On ne doit pas trop en dévoiler, mais un jour, on pourra utiliser Glovo pour réserver son VTC, pour réserver son rendez-vous chez le médecin, pour récupérer des places de cinéma, comme je disais, pour même récupérer des espèces. On va retirer des espèces pour vous au guichet. Enfin voilà, il y a tout un tas de services qu'on va remplir dans le futur. On est en train de définir notre politique justement, savoir dans quel ordre on fait quoi. Vous aurez même une application de paiement sur Glovo. Vous gagnerez des points un peu comme Amex. Vous gagnez des points quand vous dépensez l'argent sur Glovo. Enfin voilà, ce genre de choses. Il faut savoir aussi qu'en termes de place de marché, on a un positionnement qui est très original pour une autre raison. C'est que on va vous présenter des produits, ce que beaucoup de places de marché font, enfin c'est même la définition de place de marché, on vous présente des produits. Si vous n'êtes pas satisfait par l'offre qu'on vous propose, vous avez toujours la possibilité d'utiliser la touche qui s'appelle Magic sur notre application, c'est le bouton central, qui s'appelle Quiero en Espagne et Anything en anglais, qui vous permet, qui est donc un champ libre, dans lequel vous renseignez le produit que vous souhaitez vous faire livrer. D'accord. Donc vous n'avez pas trouvé... le chocolat, la tablette de chocolat que vous cherchiez chez nos partenaires, vous dites allez m'acheter cette tablette de chocolat et nous irons la chercher. Nous avons équipé nos coursiers d'une carte de crédit dont on maîtrise évidemment les flux financiers et qui leur permet d'acheter vraiment n'importe quel produit. Okay. Et ça c'est un service qui est extraordinaire, on a quasiment 10% de nos commandes qui sont sous ce format-là. Alors comment ça se passe? Parce que si tu dis je veux telle tablette de chocolat, comment ça se passe le process pour la déterminer où elle est et pour la récupérer? Donc il y a deux possibilités. La première, qui est de très loin la plus fréquente, c'est le cas où le client nous dit où aller récupérer le produit. D'accord. Souvent, un exemple tout bête, c'est un restaurant que vous ne voyez pas parce qu'il est trop loin de vous. Donc allez m'acheter ce produit dans ce restaurant qui se trouve à 5 km de chez moi. Donc nous on va envoyer un coursier qui va se rendre sur place. Le restaurant en question ne connaît pas Glovo, il n'a jamais entendu parler, et le coursier va dire bonjour, je souhaiterais acheter ce plat-là. Il va faire la queue comme tout le monde, il va commander le plat comme tout le monde, il va le payer en magasin comme tout le monde, il va vous le livrer. D'accord. Et donc ça nous permet d'ailleurs de livrer n'importe quel produit de n'importe quel magasin sur Paris. Et ça c'est un positionnement qui est évidemment très intéressant, qui nous permet de dire qu'on livre tout. Alors, on livre tout dans la limite d'un volume et d'un poids, puisque nos coursiers sont limités à peu près à 9 kg et 9 kg de produits et un volume à peu près de... donc on a des boîtes de 60 par 60 par 40, donc bon, c'est normalement suffisant. Mais un périmètre aussi, j'imagine. Oui, une zone d'opération, tout à fait. Et également, il faut que le produit soit légal. On a eu beaucoup de petits malins qui ont essayé d'utiliser Glovo pour se faire livrer. Voilà. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Très intéressant sur la vision, sur l'évolution. Est-ce que tu as des chantiers spécifiques là sur 2019 ? C'est quoi vos axes, vos focus, que ce soit pour la France ou pour l'international, aussi Glovo international? Alors, je vais commencer par la France. Donc, on a deux vrais sujets aujourd'hui. Donc, le premier qu'on a plusieurs fois évoqué déjà depuis le début, qui est de rassainir le marché. Et le deuxième, qui est de diversifier notre offre sur le supermarché. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir une offre la plus complète possible sur les produits surgelés, sur les produits bio, sur tout ce qui consiste à accompagner la transition alimentaire de façon optimale. On a des partenaires nationaux qui sont très intéressés par travailler avec nous, avec lesquels on est en train de discuter des modalités opérationnelles, mais ça avance très bien et je pense que ça va être le plus beau sujet commercial qui nous attend pour 2019. Le supermarché est probablement le segment qui a le plus de potentiel à nos yeux. En termes de catalogue, est-ce qu'il n'y a pas aussi un affrontement qui est un peu physique entre les supermarchés et les petits commerces de proximité? Comment tu le vois sur la plateforme? Pour vous, c'est une richesse en termes de produits et de possibilités? Nous, ce qui compte, c'est que chaque partenaire apporte une valeur ajoutée supplémentaire pour le client. Comme on travaille beaucoup avec des franchisés, ils ferment assez tôt. Nous, on a besoin de servir nos clients de 9h à minuit, qui sont les horaires d'ouverture. Pour pallier la différence, on travaille avec un réseau d'épicerie générale qui est ouvert 24h/24 et qui a un contenu quasi équivalent à ce qu'on peut trouver chez un Franprix classique. Ça, c'est typiquement un service qui valorise le partenariat, qui donne une valeur
valeur ajoutée énorme pour le client. En termes d'offres, si demain j'ai un partenaire qui vient me dire qu'il a la meilleure gamme de produits bio, la meilleure gamme de produits surgelés, la meilleure gamme de produits healthy, on va travailler avec lui si ça complète l'offre actuelle. D'accord. Voilà, mais tout peut avoir un intérêt, même en termes de géographie. Et parfois, nous, on a à cœur d'avoir un maillage le plus optimisé possible pour que les temps de livraison soient les plus faibles possibles, pour tout un tas de raisons. Déjà pour que l'expérience client soit meilleure, mais aussi pour que nos économiques soient meilleurs. Et donc, si on a un partenaire qui est capable de... Aujourd'hui, notre réseau d'épicerie générale est constitué de 3 points de collecte, on en aurait besoin de 20. Donc on en cherche 17, bien répartis, spécifiquement répartis. Si j'en ai un parmi ces 17 qui se manifeste demain, je lui ouvrirai grand les portes. Donc d'avoir une cohérence sur ton offre, ton catalogue avec de la valeur ajoutée. Je pense que c'est important, pourquoi ? Parce que tu as beaucoup de business, comme tu le disais, donc qui ne se focalisent pas forcément pour rapporter de la valeur, mais en même temps sur le catalogue, d'avoir un catalogue qui parfois est grand, qui est synonyme de croissance, mais qui peut dévaloriser l'expérience de l'utilisateur. Nous, on est formel là-dessus. La quantité de contenu est une valeur complètement galvaudée. On n'a absolument aucun intérêt à augmenter le nombre de types de pâtes que je vous propose. Et on voit bien d'ailleurs que la diminution des échantillons disponibles fait partie des grandes tendances du supermarché. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'avoir 10 000 références sur notre application, ça va littéralement abattre nos taux de conversion sur l'application. Moi, mon but, c'est que vous trouviez toujours votre bonheur, que vous soyez satisfait. On est dans de la proximité, on est dans du dépannage, on est dans parfois des cas de flemme, etc. On n'est pas là pour traiter les énormes paniers moyens de la semaine. Nous, on est là pour avoir une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est justement ce petit panier moyen. Qui n'a pas besoin d'être traité par des milliers de références. Et donc, on a fait beaucoup d'études avec nos partenaires, savoir quels étaient les produits optimum à garder sur l'application. Et on a raffiné progressivement le contenu pour arriver à ce qu'on considère comme la valeur idéale de taux de conversion. Ce qu'on appelle taux de conversion, c'est évidemment la probabilité que vous passiez une commande une fois que vous ouvrez le magasin en ligne. Et pour nous, c'est très important que ce chiffre augmente avec le temps, puisque ça veut dire qu'on raffine l'assortiment disponible. Donc là, votre logique, c'est de garder ce positionnement assez global. Tu as certaines niches que tu parlais, que ce soit sur l'aspect des médicaments, des documents juridiques. Est-ce que vous faites davantage un focus là-dessus ? Vous allez Oui, tout à fait. On étudie en profondeur notre offre pharmacie pour déjà la rendre légale, puisqu'il y a énormément de contraintes juridiques sur le sujet. Ce qui est cohérent d'ailleurs. On remercie tous les acteurs du secteur d'avoir mis en place des règles aussi intelligentes qui permettent d'éviter des catastrophes, parce que quand ça touche à la santé, on ne peut pas faire les choses au hasard. Mais effectivement, il y a un deuxième pendant qui est très intéressant pour nous et qu'on va étudier plus en profondeur en 2019, qui est l'aspect B2B. Donc on a évidemment de nombreuses boîtes qui nous ont approchés parce que soit ils n'étaient pas satisfaits du service d'un concurrent, soit même ils n'ont jamais entendu parler de ce type de système. Ou y en a qui utilisent encore, ça nous fait sourire, il y a encore des gens qui utilisent Uber, les chauffeurs Uber pour se faire envoyer des clés ou des choses comme ça, ou des documents, ça arrive encore. Quand on voit ce que ça coûte, on se rend bien compte que c'est pas du tout rationnel. Et donc on veut absolument creuser. Il y a tout un tas de secteurs sur lesquels on est convaincu qu'on peut avoir un vrai apport logistique. Et plus on arrivera à développer de ce type de partenariat, plus notre densité en coursier sera forte et plus nos opérations seront optimisées et donc plus l'expérience client sera bonne. Quand un coursier fait une course, il est focalisé juste sur son produit ou il intègre plusieurs commandes sur cette direction ? Comment vous Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on n'est que sur un produit. Donc, notre algorithme ne travaille que sur la commande en cours. Demain, il travaillera également sur la possibilité d'aller récupérer plusieurs commandes, donc pour plusieurs coursiers différents, pour plusieurs clients différents, si ça a du sens d'un point de vue géographique, un peu à la Uberpool. Et après-demain, on travaillera sur une autre question qui est de savoir comment, pour un même client, on peut aller récupérer les produits dans différents points de collecte. Et alors après-demain, et là on aura officiellement traité tous les sujets logistiques, on aura la question des commandes groupées, qui est encore un sujet compliqué pour une raison toute bête, c'est les volumes. En fait, on se retrouve très souvent
à vouloir, quand on a des packs d'eau à livrer, c'est compliqué de livrer à plusieurs clients. Aujourd'hui, on n'a pas encore la technologie qui nous permet d'identifier à l'avance le nombre de coursiers, la taille du sac nécessaire pour chaque commande. Il va falloir qu'on le développe, et le jour où on arrive à faire ça, ce qui est pas bien méchant, hein, je dis après-demain, mais dans les faits, c'est pour 2019. Ça nous permettra d'optimiser beaucoup mieux le parcours d'un coursier qui pourra être utilisé pour desservir plusieurs clients. Certains acteurs, notamment sur le restaurant virtuel, sont très forts là-dessus, puisque leurs coursiers partent de leur restaurant. Et ça les favorise énormément, puisque vous maîtrisez. Vous pouvez dire à un coursier, bon voilà, tu vas livrer ces 7 points, je te mets ces 7 sacs. Et ça, pour eux, d'un point de vue économique, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'avenir à coup sûr. On parle d'avenir. Comment tu vois la chose aussi de tout ce qui est technologique, d'avoir des véhicules qui soient automatisés, qui soient autonomes? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes avec le sourire? Est-ce que tu te dis c'est pour bientôt? Comment tu vois un peu la chose? Alors, les technologies autonomes, je vais pas me permettre de donner d'opinion péremptoire, parce que je suis pas plus calé qu'un autre. Ce que je peux dire en revanche, c'est qu'on a une vision, nous, très claire en interne, et moi personnellement j'en suis convaincu, que la mobilité en ville est en train d'évoluer très rapidement. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles moi j'ai travaillé chez Uber, c'est que je trouve que cette boîte a littéralement révolutionné cet aspect fondamental de nos vies. Uber a restructuré la façon dont on percevait nos villes, et je pense qu'on n'est qu'au début. Alors savoir si c'est la voiture autonome qui va régler le problème, je ne peux pas y répondre, mais ce qui est sûr, c'est que tous les sujets de mobilité qui permettent aux gens d'accéder plus rapidement d'un point A à un point B de façon plus respectueuse de l'environnement sont forcément des solutions d'avenir. Je reviens d'un voyage en Inde où personnellement j'ai été marqué, profondément marqué par les taux de pollution, par les particules fines dans l'air, et il est évident qu'il va falloir qu'on y arrive le plus rapidement possible, parce qu'aujourd'hui c'est des sujets qui nous touchent tous et qu'il va falloir qu'on approche de façon très intelligente et collective. Et je pense que ce genre de sujet que nous traitons, d'avoir des coursiers à 2 roues, des coursiers à vélo, c'est évidemment une contribution non négligeable. De savoir que vous n'avez pas pris votre voiture pour aller récupérer un produit, c'est quelque chose qui nous satisfait énormément. Donc voilà, on sait que les villes sont la ville de Paris notamment est très engagée dans cette voie. On est très fiers de ce que fait la ville. On travaille beaucoup en collaboration avec eux, à la fois sur la question de la revalorisation des petits commerces, mais aussi sur la question de la mobilité en ville. Et voilà, c'est des sujets d'avenir à coup sûr. Très bien, écoute, je te remercie pour cet entretien. On a compris que 2019, c'est de redonner de la valeur dans le processus d'achat, et c'est la mission de Glovo. Donc on va suivre avec attention tes prochaines aventures et les différents sujets qui vont naître sur 2019. Merci à toi. Merci à vous. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.